Alors, bonjour, bon après-midi à tous. Merci pour m'avoir invité. Ils m'ont demandé de parler à propos des études de représentation Eurofound. Trois mots. D'abord, je voudrais vous parler sur cette fondation européenne pour les conditions de vie et de travail. Nous sommes, en deuxième lieu, je vais essayer de stimuler de réflexion, des raisonnements avec vous sur ce qu'on peut comprendre pour ce qui concerne aussi les concepts de représentation, ce qui peut signifier pour nos partenaires ou les partenaires sociaux. Et ensuite, je vais vous soumettre des études. Et ensuite, peut-être, quand il y aura de débats, on pourra parler sur comment vous pouvez utiliser cette étude de représentation de la Fondation européenne. Voilà, ça, ce sont les trois parties de ma présentation. Eurofound, deuxièmement, la représentation et ensuite comment ces études fonctionnent. La Fondation européenne est une organisation qui fait partie de la Commission européenne. Elle a été constituée en 1975 et une année après, l'Irlande joint l'Union européenne. Donc, on a environ un personnel comprend 115 personnes et un budget de 20 millions d'euros. Pour voir pourquoi c'est si vert, cette image, c'est pour vous, parce que je vous ai amené un peu d'air d'Irlande. Alors, le fait d'avoir des rapports industriels dans cette zone n'est pas facile. Il n'est pas facile de se comprendre entre organisations syndicales et surtout n'est pas toujours facile de se comprendre ou d'avoir une vision commune sur des questions où le problème concernant les employeurs ou les syndicats de 28 pays ou les ministères de 28 pays. Donc, nous avons un conseil de gouvernement qui est de 27, bientôt 28 pays font partie du comité. On a un représentant des employeurs et des représentants du ministère du Travail, en plus d'autres représentants de la Commission européenne. Et ça forme un petit Parlement européen et ils doivent être d'accord avec eux sur le programme annuel de travail. Ça veut dire que beaucoup de bonnes idées parfois sont perdues. Et parfois, on doit présenter aussi l'état d'avancement de travaux. Et nous avons aussi, avant de pouvoir publier ces rapports, les conseils de consultants doivent, des conseils doivent donner, par exemple, fournir des données. On a des représentants des employeurs, on a des représentants des ministères du travail. Donc, tous ces conseils d'administration tripartites doivent décider nos plans de travail, doivent filtrer et décider ce qu'on peut faire avant de publier ces rapports. Notre mission est offrir les connaissances aux partenaires sociaux, à ceux qui construisent les politiques en surveillant, en analysant les changements qui se produisent dans l'Union européenne et en faisant aussi des recherches. Chaque fois, nous devons faire attention quand on doit communiquer, partager ces connaissances. Donc, il faut respecter toutes les divisions, toutes les différentes visions du ministère, des employeurs. Ce que vous pouvez trouver, ce sont des enquêtes européennes sur les conditions de travail. Vous pouvez trouver des enquêtes sur les conditions de vie en Europe, des enquêtes sur les entreprises européennes. Vous avez également des réseaux qui présentent aussi de nouveautés, des informations. Par exemple, Eiro
C'est une association intéressante parce qu'elle soumet des profils d'entreprises et l'ECO est un observatoire sur les différentes situations. Une autre organisation s'occupe, par exemple, des restructurations dans ces domaines. Et dans notre unité, nous sommes en train aussi de suivre beaucoup de rapports analytiques, de comparaison, qui sont basés sur un questionnaire qui a été envoyé aux correspondants nationaux dans tous les États membres et les représentants envoient les réponses, donc les questionnaires remplis et sur la base des questionnaires, on construit des rapports. Bientôt, on fera aussi des recherches sur des cas d'études. Ce sont des projets importants du Conseil d'Europe, des innovations, par exemple, sur les postes de travail. Pour conclure, cette présentation de la Fondation européenne, comme pour vous montrer, pour vous dire d'où je proviens, vous devez savoir qu'on a 3 blocs, 3 unités de recherche. La première, c'est sur la condition de vie et la qualité de la vie. La deuxième, c'est sur l'emploi, les changements. Et ici, on analyse par exemple les restructurations, les perspectives économiques. Moi, je travaille pour l'unité sur les rapports industriels et les conditions de travail. Et donc, je vais aussi donner une autre possibilité, un projet de notre secteur qui peut, par exemple, vous donner une idée pour travailler avec nous. Par exemple, il y a un service qui s'occupe des enquêtes sur les parties prenantes. Et ça, c'est un projet qui est possible. C'est-à-dire les parties prenantes peuvent poser des demandes spécifiques et c'est une demande commune entre les syndicats et aussi les employeurs. Ils nous demandent de faire une enquête, on peut le faire sur la base de leurs besoins. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler, j'ai fait une étude dans le secteur de l'acier. On est en train d'examiner comment les travailleurs, eux, les syndicats sont en train de faire face, par exemple, aux conditions de stress sur le travail, sur les postes de travail, et peut-être après, ils pourront être capables de créer des orientations pour trouver des solutions pour y appliquer. Donc, ce sont d'autres manières pour travailler ensemble. Par exemple, si vous avez l'idée de continuer sur un projet, on peut intégrer notre programme de travail, mais bien sûr, ça doit toujours correspondre à notre projet qui comprend en 2013-2016. Donc, par exemple, il sera intéressant d'examiner ce programme de 4 années qui est disponible sur les sites web. Vous êtes bien sûr le bienvenu. J'espère avoir été capable de vous illustrer d'où je proviens. Et lorsqu'on va parler de la collaboration, ça va vous permettre de comprendre comment on travaille. Il n'est pas suffisant d'avoir une bonne idée, il faut aussi la mettre en place. Il faut s'adresser au conseil du gouvernement. Et il n'est pas facile de s'adresser à ces gens-là, mais toutefois, toutes les informations, tous les rapports que nous avons sont disponibles sur les réseaux, sur les sites web. Voilà, ça j'arrive au dernier mot de ma présentation, les études de représentation. Je veux d'abord vous demander qu'est-ce que la représentation peut signifier pour vous, que ça signifie quelque chose du point de vue statistique et aussi politique. Du point de vue des statistiques, il s'agit de définir le niveau de précision qui, pour réfléchir les caractéristiques d'un groupe sur un échantillon, par exemple. Par exemple, si on peut arriver à la réalité d'un grand groupe en étudiant seulement en échantillon, dans certains cas, on peut étudier sur un groupe plus petit pour comprendre si cet échantillon est représentatif de la réalité économique. En termes
politique. Ça indique les caractéristiques de la démocratie sociale. D'un côté, on a une représentation directe où chacun parle pour soi. Dans l'autre cas, ça serait une démocratie représentative. Donc, si, par exemple, il s'agit d'un représentant élu ou bien désigné qui représente un groupe de personnes. Mais la question est comment on peut faire ça si c'est ouvert. Par exemple, c'est une question ouverte pour le débat. Comment le représentant utilise leur rôle, leur capacité de négociation sans avoir un mandat bien précis pour le rôle. Donc, je trouve une idée que Moberg a dit il y a longtemps. Le but de la représentation est d'exprimer les désirs électoraux de pression et non seulement représenter les besoins des gens ou les aspirations, mais aussi la leadership est très important pour les personnes. Donc, tous ces éléments sont des éléments importants dans le concept de représentation. Qu'est-ce que signifie ça pour les partenaires sociaux? Si on regarde les différents pays, les rapports industriels de représentation, ça, c'est une condition préliminaire pour pouvoir avoir un dialogue social. Si on parle, par exemple, aussi, on regarde les comités d'entreprise européens, ça, c'est un pas pour devenir un membre du comité syndical, dans le comité d'entreprise syndical. Donc, tous ces points qui sont soutenus par les syndicats ou certaines entreprises où les travailleurs ne sont pas, ces travailleurs ne font pas partie ou associés dans une certaine entreprise, cet accord peut être contraignant. Mais par exemple, comme il arrive en Allemagne, on peut avoir de contraintes et aussi dans une autre série de pays, il y a des critères minimums et des conditions requises minimales pour avoir accès à ces conditions de représentation. Je veux arriver maintenant aux études de représentation qu'on a représentées. Pour nous, c'est une question qui concerne la Commission européenne. Ils nous ont demandé de faire ces études parce que l'article 154 du traité sur la fonction européenne statue qu'on a les droits au dialogue sur certains sujets. Donc, vous pouvez imaginer si la Commission veut discuter cette directive qui a à faire avec la protection des travailleurs, par exemple, qui travaillent des produits chimiques. Donc, sur la base de des traités européens, les partenaires sociaux doivent être consultés à ces sujets avant que la Commission puisse promouvoir ou proposer une loi. Donc, ils doivent savoir s'ils sont obligés de consulter un partenaire social sur la base de ces traités ou bien si les partenaires sociaux doivent être invités à être consultés sur un sujet qui a à voir avec ces secteurs spécifiques. Ça, c'est la première raison pour laquelle on est en train de faire ces études de représentation. Donc, c'est un critère pour créer un dialogue social, un secteur qui ne fait pas partie encore du secteur social. Si on veut créer une délégation de ce type, ceci nous permettrait d'avoir l'opportunité d'avoir des représentants des syndicats partout, par exemple, à Bruxelles, payés par la Commission européenne. Et à un certain moment, on pourrait avoir un certain niveau de représentation grâce à ces dialogues. Finalement, je crois que ça, c'est les points les plus importants. Si vous avez un comité de dialogue sectoriel, par exemple, comme le comité, il y a environ 41-42 secteurs qui ont ce type de comité. Si ces comités atteignent un accord avec les syndicats au niveau européen, sur la base de l'article 155 du traité, la Commission doit
soumettre cet accord au Conseil, au Parlement européen, et accepter tout simplement les textes de l'accord tel qu'il est et les transformer en directive européenne. Donc, le Parlement européen et toutes ces personnes n'ont aucun droit de changer un mot sur un accord qui a été signé par les partenaires sociaux. Même les ministres ne peuvent pas les changer. Ils doivent tout simplement accepter ce que les partenaires sociaux ont défini. Par la suite, cette directive devra être transférée par tous les membres et appliquée dans tous les pays, de sorte que ce dialogue social est en effet juridique en Europe pour stimuler un accord qui va devenir contraignant. Donc, la Commission accorde ses pouvoirs. On peut donner ça aux partenaires sociaux qui veulent être sûrs d'avoir un certain niveau de représentation, qu'ils ont le droit de parler pour le compte des personnes et surtout quand ils veulent d'appliquer cet accord. Nous, on fait, voilà le but pour lequel on fait ces études de représentation. Comment on fait ça? D'abord, on définit l'importance d'un secteur. Je vais sauter rapidement à la prochaine diapo. Comment on fait ça? Ça, c'est une définition des codes NACE. C'est l'objectif de tous les secteurs. Maintenant, je suis en train de faire une étude de représentation dans le secteur chimique. Donc, on définit les secteurs chimiques sur la base des codes NAC 20, 21, 22. On a l'impression que c'est un sujet très technique. Vous voyez ici quels sont les codes. Parce que c'est très sensible, parce que pour les syndicats, la définition du secteur chimique n'est pas problématique, parce qu'on a découvert tous les codes NAC. Donc, il n'y avait pas de problème pour les employeurs et les organisations des employeurs. Par exemple, on connaissait seulement les codes 20 et 21. Donc, un certain nombre des pays européens ont des codes de plastique et caoutchouc, alors que pour d'autres pays sont en train d'organiser les codes 22 pour le plastique. Donc, il y a des organisations et des employeurs qui sont séparés de l'association des travailleurs de la chimie. Donc, cette définition du secteur est très importante pour nous, mais ça définit aussi les restes de notre exercice. Une fois que tout ça est convenu, on envoie un questionnaire nos correspondants nationaux, on unit on joint ces informations, on examine ces informations avec beaucoup d'attention et ça demande beaucoup de travail. Donc, pour tous les syndicats, on vérifie ici le nombre de membres et d'employés du secteur. On vérifie aussi leur implication dans les conventions collectives. Et à ce moment-là, tout ça est envoyé aux partenaires sociaux qui doivent l'examiner à nouveau et voir s'il y a une possibilité de feedback. Et finalement, tout ça est publié sur notre site web. Il y a deux manières pour évaluer la représentation de cette organisation européenne. D'abord, du haut en bas, ça c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on demande? On demande aux syndicats et aux organisations des employeurs, par exemple, par secteur. Dans l'industrie, par exemple, de l'électricité. Dans les secteurs chimiques et industriels, c'était les syndicats et l'employeur et l'employeur SCEG, par exemple. On a aussi créé une étude, on a fait une étude sur la représentation et cette étude pourra vous donner plus de détails parce que c'est une étude qui a été faite il y a une année et notre correspondants nationaux vont chercher les associés des organisations des employeurs par secteur et finalement,
on examine tous les détails. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, on part d'en bas vers le haut. Nos correspondants vont voir s'il y a d'autres organisations nationales dans le pays qui soient organisées aussi dans un secteur et qui sont impliquées dans une convention collective d'une manière ou l'autre. Elle doit faire partie d'une manière ou l'autre d'une organisation européenne. Peut-être on va donc trouver un syndicat qui est en train d'organiser dans les secteurs en question donc, tous ceux qui, par exemple, qui sont impliqués dans la convention collective étaient ceux qui étaient on était en train d'examiner dès le début. On a l'impression que c'est un peu compliqué, mais si je vais vous expliquer, c'est assez simple. Il y a 4 choses qu'on peut expliquer dans notre étude. La cohérence, la sectorialité, la filiation donc d'un syndicat et d'un employeur et exactement les domaines du secteur qu'on a défini avec le code NACHE. Donc, ça veut dire que les secteurs qui répondent à ces codes et que le syndicat répond à cette zone. Donc, c'est seulement une partie de cette zone qui est couverte par ces syndicats, associations des employeurs. S'il y a un chevauchement, ça veut dire qu'il y a une partie qui est découverte, mais on a aussi un chevauchement sectionnel ou sectoriel. Il y a une partie d'un secteur, d'autres secteurs. Donc, ici, je crois qu'il serait parfait si on pourrait avoir une cohérence partout, cohérence globale, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Donc, la représentation est, bon, ça nous dit qu'on d'accord, les organisations peuvent représenter, mais jusqu'à un certain niveau. Donc, il y a 2 pays où la sectionnalisation présente aussi un certain chevauchement. Donc, à la fin, le résultat de ces exercices est un rapport qui a ce type de présentation. La première partie illustre les secteurs, les tendances d'emploi économique. La deuxième partie illustre les partenaires sociaux dans les États membres. Et à la fin, il y a une analyse du niveau des organisations, leur appartenance, la capacité de négociation. Et ensuite, il y a d'autres organisations qui sont en train de s'écrier au niveau européen. Comme vous voyez dans ces diapos, vous avez toutes les études qui ont été faites depuis 2007. Vous voyez qu'on a beaucoup d'études encore en cours d'exécution et ces études seront publiées prochainement. Et avant 2007, c'était l'université belge chrétienne qui faisait ce type d'études. Et vous pouvez voir toutes ces études sur leur site web. Voilà les links si vous voulez. Ou vous pouvez trouver, ce n'est pas difficile. Il suffit d'écrire dans Google Representative Studies et vous arrivez immédiatement à cette page. Je vous conseille de donner un coup d'œil. Ça peut être très intéressant. Comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. Nos profils d'industrialisation de pays, vous pouvez voir, ça peut être intéressant. Vous
pouvez voir que pour nos programmes d'études, pour l'année prochaine, nous avons prévu d'étudier comment la représentation des partenaires sociaux est différente. Les partenaires sociaux est définie dans les différents États membres, en Belgique, en France, en Espagne, afin que les syndicats puissent être reconnus en tant que partenaires sociaux pour les dialogues et aussi pour la négociation, donc pour les conventions collectives. Maintenant, on est en train de lancer une étude pour des secteurs croisés, c'est-à-dire nous sommes en train d'étudier les différents niveaux au niveau croisé. La semaine prochaine, mon collègue qui est en train de faire cette étude va présenter pour la première fois aux partenaires sociaux cette étude parce que je ne peux pas vous donner tous les détails. C'est une étude qui sera conclue vers la fin de l'année, au début de l'année prochaine, mais vous pouvez voir, par exemple, le nombre de syndicats, d'organisations syndicales. Vous pouvez voir aussi la multiplicité parmi les entreprises qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui fait en sorte que ces dialogues certainement n'est pas facile. On a parlé de coopération, de collaboration. Alors, vous voyez ici, donc normalement ici, c'est une seule confédération des syndicats. C'est les seuls pays où on n'a pas besoin de coordonner. Voilà, ça c'est une autre diapo où ces données sont développées de manière plus détaillée. Je vois ici cette approche vers la densité qui a été une approche très puissante. Nous avons regardé de tout près le nombre d'employés dans un secteur, dans un pays, en divisant le nombre de membres du syndicat par le nombre d'employés. La couleur bleue vous montre la densité des employeurs. Donc, les employés qui travaillent dans une entreprise qui est associée à une organisation d'employeurs. Et la couleur verte vous montre le pourcentage de travailleurs qui font partie d'un syndicat. Donc, sur le site web, vous trouverez beaucoup d'autres données et d'informations. Si vous trouvez des erreurs, je vous assure que ça, c'est une version initiale de la diapo. Mais vous pouvez nous envoyer votre feedback s'il y a des données. J'espère que ça a été trop ennuyant pour vous.